Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Lacan, nous et le réel, 6e séance. Donc la dernière fois, j'ai essayé de parler de ce que pourrait être le projet maintenant qui nous animerait et qui serait cette école impossible de la psychanalyse. Donc j'ai essayé de creuser un peu ce que veut dire cet impossible. Donc impossible, effectivement, ça, c'est la grande découverte lacanienne, c'est de poser le réel comme impossible. Donc c'est en ça où l'enseignement lacanien se dissocie radicalement de l'enseignement philosophique qui lui préexiste. Parce que le réel, d'une certaine manière, dans la philosophie, jusqu'à Lacan, c'est au contraire quelque chose qui est nécessaire. C'est une dimension de l'ordre de la nécessité. Or, Lacan, par des jeux de sens qui ne cessent pas de ne pas s'écrire, qui ne cessent de s'écrire, etc., il va interdéfinir le nécessaire, le contingent, le réel, l'impossible et le possible. Donc, la notion de réel, en fait, puisque ce séminaire s'appelle Lacan, nous et le réel, c'est vraiment la dimension centrale de l'enseignement lacanien. Et on va voir que, justement, ce qui fait sa position centrale, ce n'est pas que ce soit quelque chose de substantiel. C'est au contraire quelque chose qui est asubstantiel, le réel. Et donc, puisqu'on revient à cette histoire d'école impossible, donc ça voudrait dire école réelle de la psychanalyse. Et là, on s'aperçoit effectivement que les écoles qui sont instituées, qui sont des institutions, finalement, comme toutes les institutions, finissent par céder à une forme d'entropie qui se dégage de chaque mise en place. Au départ, l'université est là pour délivrer des savoirs universels, puis petit à petit, l'université va devenir un endroit pour former des universitaires. Et donc la compétence des universitaires à se frayer un chemin dans les méandres du pouvoir universitaire va devenir quelque chose de prioritaire par rapport au savoir lui-même. Et on va voir que les gens les plus, je dirais, capés de l'université, ce sont peut-être les moins universitaires de tous. Ce sont ceux qui ont eu l'intelligence, entre guillemets, l'intelligence politique, entre guillemets aussi, de se frayer une place dans le système plutôt que d'être entièrement consacrés dans leur énergie à la recherche qu'ils étaient censés effectuer. Donc les écoles elles-mêmes de psychanalyse, eh bien finalement, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose, puisque là, si vous regardez, alors moi je suis, de temps en temps, je vais faire un tour sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, alors beaucoup plus Facebook que Twitter, mais je suis aussi sur Twitter, et en fait, il y a des thèmes là, par exemple, l'objet regard, qui est travaillé en ce moment par le CF, et ils racontent n'importe quoi sur l'objet regard, ils en font une espèce de topic, et tout le monde va mettre son truc sur l'objet regard, et c'est n'importe quoi. Ça éloigne radicalement de la notion du regard comme objet chez Lacan, parce que c'est une dimension universitaire qui est mise en scène là. Donc ce n'est pas du tout le regard comme un résidu d'objet petit a.
puisqu'on ne peut pas en parler de cette manière-là. Et justement, dans la dimension, disons, d'une école qui est devenue une institution, vous verrez très rapidement que c'est le discours universitaire qui est ultra dominant, ce qui fait que même les leaders de ces écoles-là, ce sont des leaders, hein, ce sont des chefs qui donnent des orientations, etc., de conquête de territoire, eh bien, ça ressemble à la manière dont fonctionnent des entreprises. C'est-à-dire que ce qui est second, l'ombre du discours originel, est devenu dominant par rapport à le corps, le cœur. Le corps, c'est en anglais core, C-O-R-E, c'est-à-dire le cœur même de l'activité est devenu secondaire, puisque ce n'est plus de la psychanalyse. La psychanalyse universitaire, c'est comme finalement le café décaféiné. C'est-à-dire que c'est la psychanalyse sans le réel de la psychanalyse. Ce sont des textes, des énoncés dans lesquels manque l'instance de l'énonciation, qui est justement appelée par Lacan le grain de sable de l'énonciation, parce que c'est ce qui vient, en tant que réel, contrarier la causalité symbolique. Le réel, comme dit Lacan, il n'y a de cause que de ce qui cloche, parce que quand on est dans la causalité, on est dans le symbolique. Or, le réel, c'est justement ce qui n'est pas la définition minimale du réel, c'est ce qui ne peut pas être symbolisé. Donc, quand je vous parle de cette école impossible de la psychanalyse, donc ça veut dire école réelle de la psychanalyse, c'est une première équivalence du terme impossible, et ensuite, bien sûr, c'est là où il y a une espèce d'acrobatie sémantique. Une fois n'est pas coutume, je vais en référer à Slavoj Žižek. Parce que Slavoj Žižek est quand même... Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi Alenka Zupancic, je ne sais pas comment on prononce, c'est du slovène, mais qui apparemment, elle aussi, est une des rares à avoir compris le réel de Lacan. Et donc, Slavoj Žižek, qui est à l'origine, pour moi, celui qui m'a permis de réévaluer tout ce que je croyais avoir compris de Lacan à travers les propres interprétations qu'il en faisait. Lui, il y a quelques années, peut-être 10 ans ou 15 ans, je pense que c'était aux alentours entre 2000 et 2005, il a sorti un livre absolument remarquable qui s'appelle Organes sans corps, Deleuze et conséquences. Et dans ce livre-là, en fait, il parle de quelque chose de très très pertinent et qui va nous servir aujourd'hui aussi bien pour cerner ce concept de réel que pour approcher l'idée de l'école. Qu'est-ce qu'elle peut être, cette école impossible de la psychanalyse, donc cette école qui n'évacue pas le réel. Slavoj Žižek fait un parallèle extrêmement pertinent entre le réel et le virtuel, jusqu'au point où il arrive à une identité spéculative, un peu à la Hegel, donc c'est un très grand spécialiste de Hegel. Pour lui, le réel égale le virtuel. Alors, la première nuance
à porter là-dessus, bien sûr, c'est de différencier tout de suite, a priori, la réalité virtuelle, qui est une idée extrêmement pauvre et banale, puisqu'il s'agit de numérisation, et donc il s'agit de reproduire sur un médium numérique la réalité telle que nous croyons la percevoir. Donc ça, c'est la réalité virtuelle, et c'est le monde numérique, entre guillemets. Donc il s'agit de différencier la réalité virtuelle de la réalité du virtuel. C'est-à-dire cette petite conjonction du placée entre réalité et virtuel, et donc virtuel devient au masculin ou au neutre, en tout cas, c'est le virtuel en tant que neutre. Eh bien ça, on va voir en quoi on peut l'assimiler au réel. Et bien sûr, ça va servir notre projet qui est que c'est aussi donc une école virtuelle de la psychanalyse, au sens où on vient de le définir, le virtuel c'est le réel, et donc c'est pour ça qu'il y a le terme impossible. Après nous reviendrons, j'espère que vous aurez des questions sur cette notion d'impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le réel est le virtuel? Alors d'abord, plutôt la réalité du virtuel, je vais essayer de définir ça comme le fait Žižek lui-même, ça veut dire l'efficience même du virtuel, la manière dont le virtuel, contrairement à ce qu'on peut imaginer au départ que c'est quelque chose qui n'a pas d'effet ou d'impact, en fait, est ce qui a le plus d'impact. Alors, Žižek propose de passer au crible de la triade lacanienne, imaginaire, symbolique et réel, cette notion de virtuel. Qu'est-ce que ça serait donc le virtuel imaginaire? Alors là, il donne l'exemple du fait que quand nous nous adressons à quelqu'un, ou quand nous écoutons quelqu'un, comme vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, eh bien, vous ne saisissez de moi qu'une partie. C'est-à-dire, en fait, vous savez que, comme tout le monde, je transpire, je vais aux toilettes, et pour pas citer des tas de choses qui sont assez dérangeantes, mais vous allez choisir juste une partie de mon image avec laquelle vous allez transactionner. Donc, quelque part, là, vous êtes dans la virtualité de l'image que je représente, et c'est le virtuel imaginaire. C'est-à-dire que, et c'est pas parce que c'est du virtuel imaginaire que ça ne va pas avoir des effets réels, puisque ce que je vais dire, ou ce que vous allez comprendre que je vais dire en fonction de la manière dont vous allez entendre mes propos et les métaboliser, va avoir des effets sur vous. Donc en fait, il y a une efficience réelle de la virtualité imaginaire. Ça, c'est l'aspect du virtuel imaginaire. Ensuite, il y a le virtuel symbolique. Comment on peut aborder ça, le virtuel symbolique? Eh bien là, en fait, c'est encore plus facile, je dirais. C'est-à-dire que on va revenir au mythe original freudien du père de la horde primordiale, qui ne devient père qu'à sa propre mort. C'est-à-dire que la loi peut avoir lieu à ce moment-là. Comment on peut interpréter ça dans notre vie quotidienne? Ben, c'est très simple. C'est-à-dire, on parle là de l'autorité paternelle. Si vous voyez un enfant par rapport à son père, l'autorité paternelle qui se déploie, en fait,
cette autorité ne peut être vraiment efficiente que si elle est virtualisée. C'est-à-dire que c'est ça le virtuel du symbolique, c'est-à-dire que si le père lui-même, par exemple, est quelqu'un d'excessif, de violent, qui va hurler sur son enfant ou le frapper, etc., quelque part, il sape lui-même la notion d'autorité parce qu'il a quelque chose d'une espèce de mannequin stupide pris par des pulsions, etc. Par contre, s'il n'est pas là et que son autorité est juste le regard, justement parce qu'on parlait du regard tout à l'heure, le regard du père en tant qu'une partie de cette autorité, là l'enfant obéit. Parce que l'autorité symbolique, en fait, la loi a besoin d'une certaine croyance dans un système qui n'a pas besoin d'être présent et efficace sur l'instant, juste la menace fait la loi. Donc ça, c'est la virtualité du symbolique, qu'on va retrouver aussi, bien sûr, dans le fait que, aujourd'hui, sur un plan plus large et politique, par exemple, j'en ai parlé ce matin, nous ne croyons pas directement à ce à quoi nous croyons. C'est-à-dire que pour que notre croyance soit efficace, il y a toujours besoin d'un autre qui croit à notre place. Donc, par exemple, quand on va parler de fondamentalistes religieux, etc., on parle toujours de quelqu'un d'autre qui croit, lui, à notre place. Mais nous, on n'y croit pas vraiment. Et en fait, la notion même de protocole religieux, en fait, c'est quelque chose qui vient médiatiser cette croyance. C'est-à-dire qu'on médiatise le fait de croire, parce que sinon on ne croit pas directement. Parce que d'une certaine manière, la croyance, en fait, est toujours virtuelle. Et ça tient à la structure même des mots. Puisque le croire ne peut jamais être direct. Puisque le mot lui-même possède sa propre réflexivité. Donc, quand je crois, je ne peux que croire que je crois. Puisque le mot se dédouble sur lui-même. C'est la réflexivité propre à la sémantique, c'est-à-dire que je ne peux pas croire directement. Et donc toutes nos croyances sont comme ça médiatisées. Ce qui fait que, exactement de la même manière qu'on croit au Père Noël, on croit aux élections, c'est-à-dire à la démocratie. Puisque, au fond, même si on n'y croit pas vraiment, comme pour les enfants, eh bien, il y a en nous quelque chose qui dit qu'il ne faut pas gâcher la croyance de cet autre qui y croirait vraiment. Donc on abrite en nous un autre qui y croirait dans la démocratie. Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas dans une démocratie. C'est tellement évident. Comment on peut se retrouver dans une démocratie et arriver dans une telle impasse où les deux candidats, au final, sont toujours pratiquement interchangeables. Ils font partie du même système et les nuances de leur propre programme sont ridicules par rapport à ce qu'on imagine, en tout cas, des questions qui se posent pour la dimension politique qui conviendrait à nos sociétés. Donc on voit que là, la virtualité du symbolique, on la retrouve donc sur la loi et sur la croyance. Et ça, c'est le réel, quelque part. Hein, le réel, puisqu'on a vu que le virtuel, c'était le réel. Alors, si on aborde maintenant le virtuel du réel, donc le réel du réel, alors c'est ce qu'on va trouver, c'est assez proche d'ailleurs, mais c'est ce qu'on va trouver dans justement
ce dont j'ai essayé de parler au début avec l'université, c'est-à-dire que dès qu'il y a des règles et un texte officiel et explicite, ce qui fait réellement la communauté de ceux qui adhèrent à ce texte officiel et explicite, c'est ce qui n'est pas officiel et explicite. C'est ce qui est entre les lignes. Puisque on va retrouver là, par exemple, la notion d'obscénité, que ce soit, alors Žižek donne l'exemple de l'armée. L'armée possède une série de règles auxquelles il faut absolument se conformer, mais ce qui fait la solidarité d'un groupe armé, c'est pas ces règles, c'est comment eux, ils gèrent entre les règles. De la même manière, de manière encore plus sordide, je dirais, c'est là où il y a des histoires de vexation, de bizutage, d'homosexualité, de choses extrêmement obscènes qui vont jamais paraître au grand jour, qui sont le réel des règles symboliques. Donc on voit bien que le réel, c'est ce qui ne rentre pas dans le symbolique, ce qui ne peut pas être recouvert par le symbolique. Évidemment, ça, on retrouve ça aux États-Unis avec le Ku Klux Klan. C'est-à-dire qu'il y a les règles officielles de la communauté blanche qui va organiser les lois sur place, de l'État, etc. Et puis, il y a, entre les lignes de la règle, ceux qui participent aux expéditions punitives du Ku Klux Klan, etc. Et il peut arriver que justement, ceux-là sont reconnus dans la communauté alors qu'ils enfreignent la loi qui est écrite, mais qui sont particulièrement impliqués dans cette espèce de loi non écrite qui est justement celle du réel. Donc vous voyez que dans cette dimension-là du virtuel réel, on a quelque chose qui, justement par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, qui ressemble au surmoi. C'est pour ça que le surmoi, il est de l'ordre du réel. C'est-à-dire que quand dans la description lacanienne du passage entre le moi idéal dans l'identification, le moi idéal, c'est quand vous vous identifiez directement au trait de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un que vous admirez quand vous êtes enfant et vous aimeriez être lui. Là, on est dans l'imaginaire, c'est-à-dire c'est une identification directe. Donc, topique de l'imaginaire, quand vous êtes dans le symbolique, là, c'est l'idéal du moi. C'est-à-dire que vous ne vous identifiez pas directement à celui que vous aimez, mais par contre, vous vous mettez dans une position qui vous rend, à vos yeux, aimable par celui que vous aimez. Là, vous êtes dans une identification symbolique. Vous faites les choses de telle manière que, pour ce regard-là, vous seriez aimé de celui que vous aimez. Ça, c'est idéal du moi. Entre les deux, ce que ne peut pas recouvrir le langage, c'est-à-dire le symbolique, il y a le surmoi. Et ce surmoi-là, s'il est aussi terrible, s'il a des effets aussi ravageurs, c'est que, eh bien, il est réel. C'est-à-dire qu'il n'entre pas, il est toujours ce qui échappe aux cases du symbolique. C'est pour ça que Lacan dit que la causalité est symbolique, mais la cause est réelle. Et il n'y a de cause que ce qui cloche. Donc il y a une coupure, on ne peut pas remonter. Donc comment ça se passe avec le surmoi? C'est que la plupart du temps, le surmoi va vous donner des indications contradictoire. C'est-à-dire qu'il va vous forcer à faire quelque chose et puis il va se moquer de vous si vous n'y arrivez pas.
Et donc, on n'a pas autre chose que l'humour contre le surmoi. Mais parce que lui-même n'est pas dénué d'humour, mais c'est un humour méchant. C'est-à-dire que le surmoi est quand même féroce, hein, en tout cas chez les névrotiques, parce que justement, c'est une dimension qui manque un peu dans la psychose, cette notion de surmoi. Et donc, évidemment, dans la clinique, ce n'est pas la même chose quand il s'agit de faire réguler le rapport à ce surmoi. Et c'est là où, donc, il y a quelque chose de très intéressant sur la parfaite actualité de la psychanalyse aujourd'hui. C'est que ça n'a jamais été plus actuel, on n'a jamais eu plus besoin de la psychanalyse qu'aujourd'hui. Et justement parce que son paradigme a changé. C'est-à-dire que du temps de Freud, en fait, la subversion psychanalytique, elle venait dans le sens où, quelque part, le surmoi était tellement inculqué, incarné, en quelque sorte, que la psychanalyse avait plutôt comme fonction de libérer des frustrations de ce que les sujets ne pouvaient pas vivre, parce qu'ils avaient intériorisé des interdits tellement puissants qu'ils ne pouvaient pas avoir une sexualité épanouissante, ils étaient inhibés dans leurs propres actes, etc. Et donc la psychanalyse avait à l'époque comme fonction de leur permettre d'entendre la construction qu'il y avait derrière, c'est-à-dire comment le désir se médiatisant à travers le fantasme avait joué de telle manière que la perception du monde faisait que ces sujets-là n'accédaient pas à certaines choses, et il fallait libérer, en quelque sorte, les potentialités pulsionnelles, en tout cas, en tant qu'elles nourrissent le désir. Mais aujourd'hui, le paradigme est complètement différent, puisque dans la société d'aujourd'hui, en fait, c'est totalement différent, vu que l'injonction, aujourd'hui, elle est jouie. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est fait pour que nous soyons bombardés toute la journée avec les informations, les publicités, tout ce qui se passe dans tous les réseaux, etc., d'une injonction à la jouissance. Tu n'as pas tel objet, tu n'as pas le dernier Apple qui vient de sortir, tu n'as pas la dernière console, tu n'as pas une vie sexuelle où tu as 40 partenaires dans la semaine. Donc tout ça, aujourd'hui, est une injonction permanente à la jouissance, avec le contrepoint, bien sûr, qui est que si tu ne jouis pas, consommer, c'est jouir, hein, eh bien, tu es coupable. Tu ne jouis pas assez. Alors, aujourd'hui, la psychanalyse, elle a pour vocation, justement, comme c'est une clinique du discours, de pouvoir faire en sorte que le sujet se détache assez du discours dominant pour ménager un espace dans lequel il n'est plus obligé de jouir. On lève l'obligation de jouissance. Ça ne veut pas dire qu'on interdit la jouissance, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, il n'y a plus cette obligation de jouissance. Et donc il y a un espace de respiration. C'est pour ça que Lacan disait que la psychanalyse est le poumon artificiel. C'est-à-dire que dans cette possibilité de lien social à deux que l'analysant peut renouer avec l'analyste, il y a dans cette clinique du discours une capacité pour le sujet analysant d'ouvrir un nouvel espace dans lequel il n'est plus obligé de jouir et donc de culpabiliser.
Et donc il se libère de la culpabilité qui pèse sur lui de manière irrationnelle depuis le début, parce qu'il ait commis ou pas des choses, de toute façon la culpabilité pèse. Ça, c'est une confusion aussi entre la responsabilité et la culpabilité, mais on y reviendra. Parce que je voudrais profiter de cette actualité de la psychanalyse, et justement de cette école-là virtuelle de la psychanalyse, cette école impossible, pour rappeler, alors Žižek le fait aussi, et il a raison de le faire, que Freud comme Lacan, contrairement à ceux qui aujourd'hui sont à la tête des grandes institutions psychanalytiques ou de tous ces psychanalystes qui lisent des textes en se mettant en position d'être eux qui donnent des leçons aux autres, donc les professeurs, hein, c'est pas pour rien que ce sont tous des professeurs d'université, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans une position de professeurs d'université. En fait, Freud, comme Lacan, étaient des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'émettre des hypothèses et quelques années plus tard de remettre en cause ces hypothèses-là et de se rendre compte qu'il y a eu à ce moment-là une erreur. Et l'erreur qui amène à la dimension la plus subversive de la psychanalyse, c'est que pour Freud, au départ, donc le traumatisme qui est réel était dans son idée qu'il s'était passé quelque chose de terrible et que justement la trame symbolique, c'est-à-dire les mots dans lesquels le sujet allait pouvoir s'inscrire, avait été dérouté, tordu, entamé, dérivé par un événement traumatique, réel, et qu'il s'agissait de retrouver où ça s'était produit et comment. Donc il y avait à ce moment-là aussi les recherches d'Otto Rank sur le traumatisme de la naissance, etc. Mais ça n'aboutissait pas. Et puis, un jour après l'analyse très célèbre de L'homme au loup de Freud, donc je vous rappelle que l'homme au loup, en fait, se rend compte que, enfin, Freud se rend compte que l'enfant a vu le coitus a tergo, ce sont les termes latins. Aujourd'hui, sur les sites spécialisés, on dirait plutôt une levrette, mais à l'époque, on parlait encore le latin, contrairement aux vœux de notre excellente ministre de l'Éducation, une grande lumière qui brille au-dessus de nous. Et donc, il aurait vu, l'homme au loup, le coitus a tergo parental. Et effectivement, au cours de l'analyse, en fait, Freud se rend compte que ce n'est pas le traumatisme. Quand il a vu ça, ça ne l'a pas traumatisé du tout. C'est juste que, pour un enfant, c'est incompréhensible. Donc, on a un peu, si vous avez l'équivalent de cette scène, dans un... Vous savez que je suis un fan de David Lynch depuis la première heure, dans Blue Velvet, où il y a Isabella Rossellini, il y a Dennis Hopper, et puis il y a Kyle MacLachlan dans le placard. Et il y a une scène où, à un moment, Dennis Hopper a un masque sur le visage, comme un masque à gaz, comme ça, et il respire comme ça de manière très violente. On peut penser d'ailleurs que dans Dark Vador de la Guerre des Étoiles, c'est un peu aussi le même truc. Et il y a des injonctions, donc il demande à Isabelle Rossellini, écarte les cuisses, montre-la, etc. Et il y a Kyle MacLachlan dans le placard en train de regarder.
Mommy, mommy, mommy. Mommy loves you. Baby wants to fuck. Ça, on peut dire que c'est typiquement une construction d'un enfant qui aurait assisté petit à une scène sexuelle, mais c'est pas la scène sexuelle qui le traumatise, c'est le fait qu'il n'a pas les mots, donc ça ne peut pas rentrer dans son espace symbolique. Et donc, quand ça ne rentre pas dans son espace symbolique, ça fait un trou dans la trame symbolique. Et évidemment, comme ça fait un trou, il va essayer de coudre ce trou-là, de suturer le trou, avec des histoires. Et là, c'est une histoire, par exemple. Donc, entendre le souffle rapproché, intense du père lors de l'acte, ou les cris de la mère, etc., ça devient ce masque sur le visage, la passivité peut-être de la mère qui est vécue d'une certaine manière, enfin, tout va donner lieu à une interprétation symbolique, une mise en mots symbolique de cette scène traumatique, qui n'est traumatique que dans la mesure où on n'arrive pas à suturer suffisamment le truc. Et donc, c'est quand il a élaboré sa propre théorie de ce que c'est, donc, après coup, que le souvenir vient là. Et là, le trauma est... le réel, c'est quelque chose qui vient après coup. C'est ça le Nartrag freudien. C'est-à-dire que c'est une fois qu'il n'arrive pas à suturer, le souvenir revient et prend valeur de trauma. Parce que c'est un réel dans la mesure où la définition minimale du réel chez Lacan, c'est que il n'arrive pas à s'inscrire dans le symbolique. Donc il y a quelque chose qui échappe. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui échappait à la réglementation, l'armée c'est hyper réglementé, la manière de placer un couteau ou une fourchette aux messes des officiers, il n'y a rien qui est laissé au hasard, eh bien ça ne peut pas couvrir le réel, ça va être ce qui va se glisser entre, qui ne peut pas être normalisé, et ça va être le réel, et ça c'est ce qui va être le plus fort, ce qui va faire vraiment office de virtuel, c'est-à-dire là on revient à l'origine étymologique de virtuel, virtu qui veut dire force, puissance. Donc on voit que le virtuel, justement, c'est ce qui est puissant. Donc, pour finir avec cet homme au loup, donc Freud ensuite, il se rend compte que ce n'est pas le trauma qui est originel pour le sujet. C'est-à-dire que c'est au moment où le sujet, lui, il est dans le symbolique et qu'il essaye de mettre des mots sur ce qui s'est passé et que ça ne rentre pas, parce qu'il n'arrive pas à suturer le truc, et ça déborde tout le temps, alors là, rétroactivement, donc c'est là où on retrouve la logique rétroactive du signifiant, chez Lacan, on signale un réel qui aura dû avoir lieu, c'est en ça où le réel est une instance logique, pour que, justement, il a eu un effet direct sur le sujet. C'est qu'après coup, parce qu'il n'est pas rentré dans la trame symbolique. Et au départ, bien sûr, Freud, comme tout le monde, comme chacun de nous, pense que il y a d'abord l'espace symbolique, puisque le langage nous préexiste, et que, comme disent les Écritures, au début était le Verbe, donc le Verbe a toujours été là, et donc il y aurait eu un verbe parfait. C'est-à-dire, il existe une situation symbolique parfaite qu'un réel serait venu déformer. Et là, il se raconte que c'est pas du tout ça. C'est que l'espace symbolique, il est déjà troué.
Parce que sinon, il n'y aurait pas la place pour le réel d'exister. Et c'est là où Žižek a raison d'enfoncer le clou sur Miller, Solaire, etc. Parce que ce sont des universitaires, ils n'ont aucune idée de ce qu'est le réel véritable chez Lacan, puisque eux, ils en font un inconscient réel, comme si sous l'inconscient, il y avait un autre inconscient plus réel, plus substantiel, etc. No, what Miller does here is something against which Lacan warns us all the time. This idea that the real has some kind of a substantial presence outside the symbolic, it's this kind of a totally lawless confusion of drives, whatever, and then our reason, our logos, not only in the sense of rationality, but also in the sense of simply symbolic articulation, is full of just these desperate secondary attempts to symbolize, to make sense of, to introduce order into this real. Mais là, il retombe au niveau jungien le plus catastrophique, parce que l'inconscient chez Lacan, comme chez Freud, ce n'est pas quelque chose qui détermine a priori la phénoménologie de nos actes, c'est quelque chose qui naît au moment de la relation en tant que lien social renouvelé entre l'analyste et l'analysant. Et il va se prendre dans la parole de l'analysant que l'analyste va interpréter. Et là, c'est dans les mots que l'inconscient existe. Et donc l'inconscient structuré comme un langage, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul inconscient. D'ailleurs, Lacan le dit, il n'y a qu'un seul inconscient, et j'y pense tout le temps, j'y pense tous les jours. Ben oui. Donc, là, disons, l'idéalité freudienne de départ d'une trame symbolique, d'une parole qui serait absolument parfaite, puisque c'est la parole divine, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que, quand même, Freud est juif, et bien qu'il se déclare athée, et que son dernier livre soit une remise en cause du monothéisme, et donc il sape lui-même la possibilité de récupération de sa découverte par le judaïsme, et donc il s'extrait par là du judaïsme, mais malgré tout, il fait partie dans cette Mittel Europa de la fleur des gens les plus lettrés du monde. Il avait absolument tout lu, Freud. Et donc, d'un seul coup, la subversion radicale de ce qu'il amène, de ce dont il parle, de l'inconscient, c'est que l'espace symbolique, il ne le dit pas comme ça, ce sont encore des mots lacaniens. Alors, moi maintenant je suis beaucoup plus immergé dans la terminologie lacanienne, parce que Lacan, lui, ne remet rien en cause de Freud, c'est-à-dire qu'il prend tout, Freud se situe vraiment dans la lignée freudienne, il en déploie toutes les conséquences logiques. Mais c'est que le symbolique, il est déjà trouvé. Donc Lacan dira après, la logique elle-même est trouvée. C'est pour ça que dans tout l'arsenal conceptuel lacanien, qui est d'une rigueur absolue sur le plan logique, à un moment, il y a un trou. Dans ce trou-là, il est obligé de mettre un mythe, c'est-à-dire le mythe de la lamelle lacanienne, qui va être l'équivalent du mythe freudien, mais déplacé pour Lacan du père primordial freudien. C'est le mythe de la lamelle, l'omelette, vous connaissez l'expression. Il
parle de l'omelette L''H-O-2-M-E-L-E-T-E. C'est-à-dire nous sommes des omelettes. Et donc, la découverte freudienne, c'est qu'effectivement, c'est trouvé. Et comme par hasard, alors ça, Žižek en fait un parallèle plus que troublant, c'est que vous savez qu'il y a à un moment une correspondance entre Freud et Einstein, et d'ailleurs Einstein est extrêmement déférent vis-à-vis de Freud. Eh bien, Einstein accomplit exactement le même retournement avec la physique quantique. C'est-à-dire qu'au départ, dans sa conception, il pense que l'univers est courbe parce que la densité de la matière est ce qui vient courber l'univers. Mais comme lui aussi, c'est comme Lacan ou comme Freud, c'est un penseur, c'est pas un universitaire, c'est quelqu'un qui met en scène sa propre parole et sa propre recherche, il va découvrir que, en fait, c'est pas ça. C'est que l'univers est déjà courbé. En fait, ce qui prime, c'est la courbe de l'univers, et que la matière elle-même vient à ce moment-là représenter la possibilité d'oublier cette courbure, mais que l'univers est déjà courbé, comme l'espace symbolique est déjà courbé. Donc que ce soit dans le champ scientifique ou le champ de la physique quantique, c'est exactement des mêmes principes qu'il s'agit. Donc nous avons là, on peut dire, le réel de la psychanalyse n'est pas exactement le même que le réel de la science, en tout cas de la science telle que la présentent les scientifiques. Mais le sujet de la psychanalyse, sa touche de réel, ça c'est le même, c'est le sujet cartésien. Et pour être dans l'exemplification de ce qu'est vraiment le virtuel réel, puisque j'en étais sur cet exemple-là, le réel en tant que virtuel, et bien justement, l'exemple le plus probant, c'est un exemple scientifique, c'est de penser à un attracteur de particules. Donc, vous imaginez un aimant gigantesque et des particules de fer qui viennent s'inscrire dans une courbe avec ce qu'on appelle en mathématiques la fonction limite, s'approcher le plus possible sans jamais pouvoir la rejoindre. Et ce champ de force-là, qui n'existe pas de manière substantielle, qui n'existe pas en soi, mais qui fait qu'il y a cette courbe qui existe, ça, c'est justement le réel en tant que virtuel. C'est-à-dire que le réel en tant que virtuel, c'est un point qui est un creux, qui est quelque chose qui fait que les choses ne peuvent pas se joindre, ne peuvent pas coller. Donc tout ce qui est... Alors quels seraient aujourd'hui les... Puisque vous savez que j'insiste là-dessus, sur la dimension politique de Lacan, qui pour moi va plus loin, comme je vous l'ai dit, que ceux qui sont considérés comme des philosophes politiques aujourd'hui, parmi ceux qui ont une approche quand même assez logique et assez forte comme Badiou, mais Lacan va beaucoup plus loin que ça, parce que justement il réinclut cette notion de réel, et si nous réincluons nous-mêmes cette notion de réel, on va la retrouver dans tous les aspects de notre vie quotidienne, et comment ça se passe sur le plan politique. Alors l'exemple le plus simple, c'est qu'avec cet espace courbe qui préexiste et qui est déjà courbé originellement, ou cet espace symbolique dans lequel notre sujet se prend, qui est déjà trouvé, eh bien c'est la même chose pour la société. Il n'y a pas de société parfaite qui ait jamais existé un jour. C'est-à-dire que la société a toujours été problématique. Et ce problème-là, bien sûr, quand on ne veut pas accepter qu'il y a ce réel, c'est-à-dire cet élément en creux, ce réel en tant que virtuel, qui empêche que la société colle, qu'elle aille bien, eh bien, on va lui trouver une cause extérieure. C'est ça le truc. Alors,
évidemment, dans les années 40, c'était les Juifs. Les années 30, même avant. Parce que, qu'est-ce qui ne va pas? La société ne va pas. Donc, comme on ne veut pas accepter que la société ne va pas a priori, que c'est quelque chose qui ne peut pas aller, et ça c'est déjà dans Hegel, c'est-à-dire que la société ne peut pas être substantielle, elle ne peut pas se correspondre à elle-même. Donc, on va trouver des éléments extérieurs qui sont fautifs. Donc, vous aviez les Juifs. Aujourd'hui, les Juifs conservent toujours ce triste privilège d'être ceux à qui on va faire porter le truc que ça ne marche pas. Bon, aujourd'hui, il y en a d'autres. Maintenant, il y a les Arabes, il y a les migrants. Il y a toujours des causes extérieures au fait que ça ne va pas. Alors que le ça ne va pas est une dimension prioritaire, primordiale, et c'est le réel lui-même. Et c'est de ça que nous prive justement le discours universitaire, puisque ce réel, il va essayer à chaque fois de l'intégrer dans le discours en disant qu'il y ait tout dans le discours là. Donc il n'y a plus de place pour le réel. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas, les soi-disant psychanalystes là, qui font des tas de conférences, de congrès, de trucs, etc. Ils lisent des textes parce qu'ils ne veulent pas de réel. C'est-à-dire que s'ils parlent, ils vont faire des lapsus, ils vont se tromper, ils vont dire des conneries comme je le fais moi-même. Mais eux, ils ne veulent pas ça, puisque l'idéologie, c'est le réel, on l'a entièrement en fait maîtrisé, puisqu'on sait où le placer. Là, il se place en objet petit a, là, il se place sur une partie du sujet, etc. Donc, ils évacuent tout réel. Donc, la dimension de réel, paradoxalement, dans cette école, eh bien, on va essayer de ne pas l'éviter, mais en tout cas dans sa manifestation de jouissance obscène. Puisque si on compare donc les écoles de psychanalyse aujourd'hui à l'armée, par exemple, puisque franchement, si vous voyez les commandants en chef qu'il y a dans les trucs, c'est pas loin de l'armée quand même, hein. Des règles très précises, il faut envoyer ses textes tant de jours avant pour la relecture, pour la traduction automatique, des tas de prétextes comme quoi en fait rien ne doit dépasser, donc l'évacuation du réel est en règle dans ces trucs-là. Donc comment on va faire, puisque je vous dis que c'est une école qui se base uniquement sur une libre participation où il n'y a pas de hiérarchie, puisque ne font partie de l'école que ceux qui, c'est la performativité du langage, se déclarent eux-mêmes en faire partie. Et donc sont dans la production de textes ou de remarques qui les mettent de facto dans cette position d'école. Et qui est au départ virtuelle dans le sens laxiste de la réalité virtuelle, donc ce qui est quelque chose d'assez faible. En quoi c'est faible? C'est très simple, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est que les réseaux sociaux, Internet, etc., évacuent le réel du corps, tout simplement. Et donc c'est beaucoup plus facile d'écrire des choses que de les dire quand on est en face de gens. Hein. Il y a des choses que vous ne diriez pas. Bon, il y a beaucoup qui se permettent de dire des choses comme ça sur Internet, qui ne se permettraient jamais en face. Hein. Ne serait-ce que par peur de se prendre une gifle comme ça, et ils feraient attention à ce qu'ils disent. Mais là, tout y va, hein, c'est vraiment c'est le dégueulis de toutes les soi-disant bonnes consciences, hein, qui vont vous faire la morale surtout, mais qui ne sont pas capables justement d'avoir assez d'éthique eux-mêmes pour s'imposer que, alors ça c'est une des dimensions de l'école, évidemment, on ne dit pas autre chose que ce qu'on dirait si on était en face. Voilà, on n'a pas besoin de se faire limiter par l'autre. Il s'agit de trouver la propre limite dans sa propre parole, ce qui est autre chose, c'est un autre exercice, puisque le contrepoint de ça, c'est de dire la vérité. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Si c'est pour parler de Trump et de Clinton ou des candidats français, là, ça n'a strictement aucun intérêt, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire que le système est un système qui n'est pas un système organisé par d'autres. C'est-à-dire c'est le système lui-même qui est le fruit de l'autre, mais l'autre en tant que langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est le langage en tant qu'il essaye de recouvrir
le réel va amener à des tas d'impasses, de compromissions, etc. Parce que c'est pour ça que la psychanalyse ne peut être qu'une clinique du discours. C'est que selon comment vous dites les choses, comment vous les représentez, dans quel type de discours vous êtes pris, eh bien cela est entièrement constitutif de votre réalité. Contrepoint de l'école, c'est de dire la vérité à travers justement les textes et les commentaires, etc. Et ensuite, effectivement, on peut se retrouver, comme on le fait ici, ou comme c'est arrivé là à la signature, ou à d'autres moments, on se retrouve en tant que corps parlant directement, mais cette fois on est un peu comme, disait Lacan, des épars, des assortis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une communauté a priori, de dire qu'on obéit à telle ou telle réglementation et qu'à partir de là va se mettre en place le côté obscène, c'est-à-dire le versant du surmoi par rapport à la loi, puisque le surmoi, vous le savez, c'est l'ombre de la loi, c'est le versant obscène. Et donc, et qui va après, ça va être une histoire d'amitié, de coterie, d'espérance, de passage de clientèle, de calcul, etc. Toute cette merde-là, évidemment, nous, on n'en veut pas. Et donc voilà en quoi le réel est un réel paradoxal, puisque c'est sa dimension qui fait que c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le sens où c'est toujours en potentiel le réel de se produire. Parce que le paradoxe, c'est que c'est l'impossible qui arrive. Alors cette notion, par rapport au dernier séminaire, j'ai vu qu'elle a posé beaucoup de questions. C'est-à-dire comment ça peut être impossible et ça arrive. Mais c'est justement parce que c'est l'impossible que ça arrive. C'est ça le paradoxe, parce que il faut imaginer que ce n'est pas possible dans le réseau symbolique, puisque ça fait partie, le réseau symbolique lui-même, cet enchaînement de signifiants, possède sa propre logique qui se déploie. Donc vous pouvez déployer des perspectives avec, voilà, il peut se passer ça, ça et ça, etc., parce que vous êtes pris dans cette trame symbolique. Et puis le réel, c'est quelque chose qui fait effraction là-dedans. Et donc, c'est la chose que vous n'avez pas prévue. Ça arrive, donc l'impossible arrive, il était impossible parce que vous ne pouviez pas le prévoir. Donc il arrive en tant qu'impossible, et en tant qu'impossible, il crée rétroactivement ses propres possibilités d'arriver. Donc c'est ça que ça veut dire le réel en tant qu'impossible qui arrive. Et c'est pour ça que Lacan, justement, en très fin connaisseur des nuances les plus subtiles de la syntaxe et de la langue, a la promesse capitaliste qui se reconnaît au « tout est possible ». On l'a vu plusieurs fois, donc la fiche de Sarkozy, c'était « avec moi, tout est possible ». Hollande, c'est maintenant le changement, c'est possible. Obama, yes we can, on peut, c'est possible. Donc Lacan dit l'impossible arrive.
Et c'est cette formule qu'il s'agit de décoder et d'interpréter. C'est-à-dire que c'est l'impossible en tant que... Le possible, c'est quelque chose qui a un rapport avec le symbolique, et l'impossible, c'est ce qui ne rentre pas dans le symbolique. Mais il arrive quand même. Et ensuite, le symbolique va essayer de le recouvrir. C'est ça qui s'appelle aussi chez Hegel, c'est pour ça que la dialectique hegelienne, c'est-à-dire la logique qu'il met en place, dans sa science de la logique, et même avant, dans la phénoménologie de l'esprit, c'est quelque chose qui est très proche de la performativité rétroactive du signifiant chez Lacan. La manière dont le signifiant va rétroactivement, justement, en remontant la chaîne symbolique, comme on l'a vu avec l'homme au loup, trouver son efficience. Et donc le réel va être cerné d'une certaine manière par ce signifiant. Donc cette école impossible de la psychanalyse, c'est une aventure maintenant qui est lancée en termes justement de discours, puisque c'est une des possibilités offertes par le discours analytique de rassembler au-delà justement des cercles étroits de psychanalystes, surtout maintenant avec la dérive psychologique de la psychanalyse, où c'est terrifiant, hein, c'est-à-dire que des psychologues ne connaissent rien du tout à la psychanalyse, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas à quel point les logiques de la psychanalyse, de la psychothérapie psychologique sont antagonistes, puisque eux ils vont donner du sens partout. Ça c'est ça, ça c'est ça, ça veut dire ça, etc. Alors que dans la psychanalyse c'est l'inverse, puisque chaque fois on va essayer d'enlever justement ce surcroît de sens qui vient boucher le trou du réel et laisser advenir un autre sens, qui est cette fois une énigme, puisque l'interprétation, elle est toujours une énigme en psychanalyse. Si c'est ça, vous n'avez pas eu droit à une interprétation. Ça reste une énigme. Ça reste une énigme parce que l'énonciation est toujours une énigme. Et que l'énonciation, c'est le grain de sable de l'énonciation. Donc c'est la part du sujet qui est réelle. Parce que le sujet a deux faces. Il a une face symbolique, puisqu'il se prend dans le langage, mais la face réelle, c'est ce qui justement n'est jamais réductible dans le langage. C'est ce qui résiste à la symbolisation. C'est ce qui fait que je est toujours séparé de celui qui dit je, d'un souffle. Il n'arrive pas à saisir, le langage n'arrive pas à faire le tour de ce réel-là, parce que c'est un point vide, mais comme cet attracteur dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans, évidemment, la différence sexuelle, puisque les hommes et les femmes ne sont absolument pas complémentaires, comme vous le savez, puisque l'analogie de la prise de courant mâle et femelle, ça ne marche que pour les prises de courant mâle et femelle, mais en fait, les hommes et les femmes sont eux-mêmes absolument dans leur propre incapacité de devenir ce qu'ils sont déjà. Hein? C'est-à-dire une femme essaie de devenir femme et un homme essaie de devenir homme. Mais en même temps, il y a une impossibilité interne qui est liée non pas à ce que l'autre sexe soit inaccessible, c'est qu'il est trop proche. Mais le signifiant est refoulé. Donc dans là aussi, Zizek a raison d'épingler Miller, parce qu'il parle de binarité, etc. C'est justement l'inverse que fait la psychanalyse. Il est sorti de cette espèce de cosmologie sexualisante à l'infini, entre le côté sombre, le côté clair, les lumières, les ténèbres, le yin et le yang, etc. Là, il y a un trou, ça ne colle pas, puisque le signifiant, l'autre signifiant de la binarité est toujours refoulé. Et ce qu'on retrouve, bien sûr, dans... Pourquoi c'est le capitalisme, le discours capitalisme est le discours qui marche le mieux, mais bon, bien sûr, il marche au point où il devient inarrêtable, c'est qu'il ne peut sans arrêt que se révolutionner lui-même pour éviter son propre antagonisme interne.
Donc pour ne pas se retrouver face à sa propre impossibilité interne, il se déploie sans arrêt, jusqu'à intégrer tout ce qui vient se mettre contre lui ou en face de lui. Il l'intègre à chaque fois. C'est pour ça qu'on a des inversions de paradigme d'époque sur une autre. À l'époque de Freud, l'interdit était intériorisé, c'était interdit qui portait essentiellement sur la possibilité d'avoir une sexualité épanouie. Aujourd'hui, vous avez qu'à voir, le commandement est absolument inverse. Vous êtes sommé d'assister à la gay pride, à la technoparade, aux films pornographiques, aux trucs, et à imaginer que vous y avez droit. Donc vous pouvez revendiquer ça, puisque vous y avez droit. Et donc, à partir de ça, c'est une mise en scène, justement, d'une absence totale de limites qui va se retrouver, paradoxalement, bien sûr, dans les règlements sociaux, où il va y avoir de plus en plus de lois limitantes et de moins en moins de libertés, qui vont de pair avec, justement, cette pseudo-libéralisation. Et donc le réel, là, du système capitaliste, c'est que sa propre impossibilité, évidemment c'est Marx qui l'a découverte, ça s'appelle la lutte des classes. C'est pas difficile à comprendre à l'origine, la lutte des classes. Je vous avais parlé de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss et de Trist Tropic, mais sans aller aussi loin. Ça, c'était pour voir qu'on était tous déjà inclus là-dedans. Donc, peut-être d'ailleurs, ça me permet de dire ça. C'est en fait, si au départ, on va dire spontanément, on peut considérer que, comme Freud ou comme Einstein eux-mêmes l'ont fait, qu'il y aurait eu quelque chose de parfait qui aurait été ensuite déformé et modifié et un peu pourri, notamment par les hommes. Ça, c'est une pure idéologie. Et aujourd'hui, par exemple, c'est la pire des idéologies écologistes. C'est ce qu'il y a de pire, en fait, l'écologie. Cette espèce de fantasme de la terre-mère qui tout serait parfaitement bien sans les hommes, etc. Et puis les hommes sont venus apporter leur merde là-dedans et puis ils ont fait tout dérailler. Ça, c'est purement idéologique. C'est-à-dire que comme pour Freud, comme pour Einstein, en fait, c'est déjà déréglé dès le départ. Et c'est déréglé, comme je vous l'avais dit dans un des séminaires, parce qu'il y a la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un monde sans hommes, puisqu'il faut être déjà soi-même un homme pour imaginer un monde sans hommes. C'est une impasse logique. Et donc, si on l'imagine en tant qu'homme, on l'imagine avec des mots. Et donc, si on l'imagine avec des mots, c'est qu'on est pris dans la chaîne symbolique. Et donc, ça veut dire qu'on est soumis à la pulsion de mort. Donc, forcément, le décor originel, le paradis, soi-disant, il est déjà vérolé. Il n'y a pas de paradis originel. C'est déjà, les choses vont mal. D'ailleurs, il y a une phrase de Mao qui dit tout va mal dans le paradis et la situation est excellente. Il avait des bonnes formules, parce que c'est effectivement, il faut considérer que, a priori, il n'y a pas eu un état, ni dans la société, ni dans notre vie, etc., où tout allait bien. Ça, c'est un pur fantasme qui vient après coup pour nous faire croire qu'il y aurait eu quelque chose de pur et d'idéal au départ, et que quelque chose aurait merdé, comme on dit maintenant. Non. C'est déjà inclus dès le départ qu'il y a la merde. Et donc, la manière de se situer correctement, c'est de partir de ce présupposé-là. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas se mettre soi-même en tant que sujet dans le monde qu'on décrit. Moi, une des plus belles phrases que je trouve de Giono, c'est... J'adore Giono, j'ai lu plus de 3 ou 4 fois tous ses livres, j'ai adoré cet écrivain, ça remonte déjà à 20 ans, mais j'étais passionné. Et cette phrase, c'est « Je n'essaye pas de décrire le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est lorsque je m'y ajoute, ce qui évidemment ne le simplifie pas.
C'est-à-dire que nous sommes en fait toujours ajoutés dans la perception que nous avons. Il n'y a pas d'objectivité plus pure, d'idéal, ça n'existe pas. Donc toutes ces tentatives qui sont originelles de considérer qu'il y aurait a priori quelque chose de l'ordre d'un paradis qui aurait été complètement dévoyé par l'apparition humaine est une pure idéologie. C'est le dernier rempart de l'idéologie. Parce que, justement, comme Einstein ou comme Freud, il faut en arriver à la conclusion que c'est déjà là, parce que nous sommes nous-mêmes déjà là en tant que sujet. Et en tant que sujet, notre travail est de poser les mots sur les choses. En tout cas, dans la première partie. Puisque quand on est enfant, en fait, c'est ce dont on est privé. Donc, enfance, ça veut dire qui n'est pas capable de parler. C'est-à-dire notre capacité de mettre des mots sur les choses. Mais petit à petit, évidemment, pour essayer d'apprivoiser ce réel autour de nous qui est absolument incommensurable, avec lequel on se demande ce qu'on a à faire, on va développer l'activité de sujet, c'est-à-dire de pouvoir dire et décrire ce monde-là. Mais évidemment, ça va se doubler de cette idéalisation du monde tel qu'on imagine aurait été avant qu'on soit là. Mais évidemment, ça c'est un idéal qui justement, en psychanalyse, est totalement balayé, c'est de l'imaginaire. Enfin, sauf bien sûr pour Miller et pour Soler qui eux s'imaginent qu'il y aurait un inconscient plus profond, un inconscient réel. Donc voilà où ça va se nicher. Hein. Alors que pour justement Freud et pour Lacan, non, nous sommes nous-mêmes déjà partie prenante du monde que nous décrivons, et c'est à la recherche de notre propre sujet que nous sommes, perdus dans le monde des objets. Et notre jouissance là, à laquelle nous tenons plus que tout, dont j'ai parlé la dernière fois, eh bien c'est ça. C'est ça qui va se transformer soit en objet petit a, quand on cède aux injonctions du discours dominant, du discours capitaliste, consommer, aller acheter votre console Nintendo, votre dernier téléphone, etc. Vous n'êtes pas dans le coup, vous êtes des ringards, etc. Donc la culpabilité qui va avec, soit justement la seule voie qui est la nôtre, et voie on peut l'écrire de plusieurs manières, c'est celle de retrouver cette jouissance dans la parole, c'est-à-dire par la possibilité de devenir sujet de notre propre destin. Ça, c'est l'aventure psychanalytique, et trouver assez de jouissance dans la parole pour que l'histoire continue.